Et dans quelques secondes, on se posera la question. Là, on va se la poser tout de suite, parce que ça a commencé sur Twitter déjà de donner la réponse à est-ce qu'il existe encore l'esprit camping en France. Ça se chamaille bien sur Twitter. 51% nous disent oui, l'esprit camping existe encore. Oui, c'est bien 1 sur 2, quoi. Oui, c'est 1 sur 2. Et il y a vraiment des sceptiques. Et en commentaire, on a Fred Seri qui nous dit aujourd'hui, c'est pas du camping, mais de l'hôtellerie de plein air. On va poser la question tout de suite aux spécialistes. Sud Radio Question d'été. Voilà cette question qui nous agite parce qu'évidemment le camping connaît là pendant les vacances un succès extraordinaire. Il faut dire que confinement oblige, et bien le déconfinement se fait dans la nature et au plus proche de la nature, et on a quand même cette image du camping comme étant un hébergement plus proche de la nature que l'hôtellerie en général. On a avec nous en ligne Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Nicolas, la FNHP, dans son nom, il y a marqué hôtellerie de plein air. Donc, on est déjà sur une forme de camping évolutive. D'ailleurs, ça a beaucoup bougé depuis 10 ans. Oui, mais en réalité, la question de l'esprit camping, c'est une grande question qui est récurrente et qui ne date pas d'aujourd'hui. Oh non! Et l'hôtellerie de plein air, figurez-vous, contrairement à ce qu'on entend parfois, en réalité, c'est une appellation qui est très ancienne, qui date même d'avant-guerre, c'est pour vous dire. En réalité, les deux termes, camping et hôtellerie de plein air, ont quasiment toujours existé, même si camping est plus ancien. Et en réalité, les deux cohabitent et les deux existent de toute façon. Alors, on va dire que camping, de toute façon, c'est un terme anglo-saxon. Donc, c'est issu. On pourrait dire qu'hôtellerie de plein air en serait une sorte de traduction, mais dans hôtellerie, on a cette notion de bâti, n'est-ce pas? Alors que dans camping, on imagine un camp, c'est-à-dire quelque chose qu'on construit et qui est provisoire. C'est pour ça qu'il y a plein air après. Oui, on est bien d'accord, Nicolas Daillot. En réalité, seuls 5% des campings sont bâtis, donc c'est-à-dire quasiment pas. Oui. Mais quand vous posez la question de savoir ce qu'est l'esprit camping, en fait, il n'y a pas un esprit camping, il y a des esprits camping, mais ce qu'il faut retenir, c'est le point commun. Oui. Le point commun, c'est qu'un camping, c'est quoi? C'est un espace naturel avant tout. D'accord. Un site. Un site, souvent naturel, souvent assez exceptionnel d'ailleurs, puisque c'est toute notre histoire, c'est au pied de la dune du Pilat, c'est pas loin du Mont-Saint-Michel, c'est auprès d'une magnifique rivière, etc. Au sein duquel il y a des rapports humains empreints de convivialité. D'accord. Et ensuite, et c'est là toute la difficulté, et votre sondage ne m'étonne pas, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un camping, mais il y a des campings, et chacun est évidemment persuadé que sa conception du camping est la meilleure et que les autres n'en sont pas. Il y a des chapelles. Chacun veut tirer la couverture à soi. En réalité, vous avez, il y a tout un tas de clients qui n'envisagent pas d'aller dans un camping où il n'y a pas une piscine et des toboggans, par exemple. À l'inverse, certains vont vous dire que parce qu'il y a des mobil-homes ou des chalets et des toboggans, ça n'est plus un camping, parce que le camping, c'est la tente en itinérance. D'autres vont vous dire qu'il faut absolument des animations et beaucoup d'animations, et d'autres au contraire n'en veulent pas du tout, veulent que ce soit le calme le plus olympien pour pouvoir relire un bon bouquin. En réalité, tout ça c'est du camping, et c'est ce qui fait toute la richesse de notre activité et de son évolution. C'est pour ça qu'on a triplé l'activité au cours des 25 dernières années. C'est parce que tout simplement, comme nous sommes une activité très souple, on peut épouser des formes extrêmement variées d'un établissement à l'autre, et c'est ça qui est génial en fait. Oui, mais Nicolas Daillot, ce que vous dites, la conséquence de ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette souplesse, c'est peut-être le manque de charte, justement. On ne sait pas où on va quand on va dans un camping. En réalité, si, on sait où on va, parce que vous regardez avant d'y aller. En général, vous calculez votre coût. Ou on prend là où il y a de la place. En réalité, ce qui fait notre grande force, c'est que dans la définition juridique, on va faire très simple. Un camping, c'est quoi? C'est un espace de plein air, aménagé, composé d'emplacements, qui sont des petits carrés de nature, sur lesquels on met des hébergements très légers. Et puis, il y a quelques bâtiments pour développer des activités de loisirs. Des piscines, des salles d'animation, etc. Ou de regroupement, ou de regroupement, de convivialité. Et avec ça, vous faites une variété infinie de styles, d'activités, de segmentation. Et ce qui vous permet en plus, et c'est justement tout le génie de cette définition juridique, c'est que les attentes des clients et les habitudes de la clientèle évoluant sans cesse, surtout dans notre société, eh bien ça permet de suivre les transformations en temps réel, parce que les attentes des clients d'il y a 40 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui.
Et dans l'hôtellerie non plus d'ailleurs. Oui, mais quand vous voyez la difficulté d'équipements de loisirs, de tourisme qui ont été installés dans les années 70 et qui aujourd'hui n'arrivent pas à se transformer, et ils arrivent, et parfois même ils meurent d'ailleurs, faute de pouvoir s'adapter, nous, comme c'est très souple, ça nous permet de nous modifier sans cesse. Oui, de modifier sans cesse quand on a la capacité d'investir aussi, parce que ce sont des équipements qui coûtent assez cher lorsqu'on veut se mettre et aux normes et répondre à la demande de la clientèle. On investit un quart de notre chiffre d'affaires en moyenne chaque année. D'accord. Ça, c'est la norme, en quelque sorte. Sur les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'on fait, un peu moins de 3 milliards d'euros qu'on fait chaque année, tous globalement, on investit 25% de ça chaque année, pour remplacer les hébergements, pour rénover les piscines ou en installer une, pour créer une nouvelle aire de jeu, etc., etc. Oui. Alors, dans ce côté multiforme, il y a eu effectivement une évolution qui est l'évolution en fait de notre société et de la demande de loisirs qui est évolutive également. Pour autant, il demeure quelque chose de proprement convivial et humain. Vous le disiez, ça fait partie de l'expérience camping, c'est-à-dire chacun n'est pas confiné dans son espace clos. Il y a quand même une communauté à un moment donné. Oui, quel que soit le profil du camping, quel que soit son positionnement commercial en quelque sorte, il y a un vrai trait commun à travers la convivialité. Parce que même quand vous êtes dans un camping très calme, où il n'y a pas vraiment d'animation, vous êtes quand même en contact direct avec vos voisins, et c'est pour ça que les gens viennent aussi beaucoup. Et évidemment, parce qu'on est leader des vacances familiales, on accueille une proportion énorme de familles avec enfants. Bien sûr. Ce qu'attendent les enfants et les parents, c'est justement que les enfants entre eux notamment puissent jouer, faire des connaissances, également découvrir de nouveaux univers. Et puis, c'est ce qui crée une alchimie formidable. Et peut-être même de se retrouver chaque année, parce qu'on le sait bien, il y a une fidélité d'une certaine clientèle à certains campings, de se retrouver chaque année. Allez, on en discute dans une seconde avec une propriétaire de camping, Séverine Jamin, qui est du côté de la Lozère, qui va nous donner sa vision. On revient tout de suite. Marine Van Tournout, est-ce que vous avez mis vos pâtes au gaz ? Ah bah, toujours prête dans le sac. Bon, est-ce que vous avez le sac à dos ? Bah oui. Oui, est-ce qu'il y a la tente pliée dedans et le sac de couchage roulé ? Le sac, le coussin, tout. Les sardines, les piquets ? Tout. Alors vous avez l'esprit camping. Maillet. On va voir tout de suite si tout le monde l'a encore. Sud Radio question d'été. Oui, notre question d'été, savoir si l'esprit camping existe en dehors de Marine. Voilà, il faut le savoir. On est avec Nicolas Daillot en ligne, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, et on est également en ligne Séverine Jamin. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine Jamin, une histoire de reconversion, une nouvelle vie dans le camping, propriétaire du camping La Cascade. Vous êtes en Lozère, vous, pas loin de l'Aveyron, pas loin des Cévennes, quoi. Et entre Causse et Cévennes, on peut dire ? Oui, parce qu'on est vraiment dans le sud de Lozère, on est à la pointe du Gard et de l'Aveyron, au pied du Mont Aigoual. Oh là 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 là, le Mont Aigoual qui porte son nom, et on espère qu'il fait beau en ce moment au Mont Aigoual, parce que, voilà. Bon, parfois c'est un peu pluvieux dans le coin, du côté de Mende. Allez, donc Séverine, vous avez une nouvelle vie dans le camping. Parce que vous avez démarré il n'y a pas si longtemps cette activité. Vous avez repris un camping ? Oui, on a repris le camping l'année dernière, donc période un peu compliquée du Covid qui est venu se greffer sur notre prise. Mais nous, c'était notre choix de trouver une petite structure, justement, camping convivial, où les gens se sentent bien dans la nature, et je pense qu'on a trouvé notre petit paradis. Alors, c'est pas du bâti chez vous, on peut venir avec sa tente quand même, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a 54 emplacements, dont 13 locatifs, donc 35 emplacements nus. Et justement, comme on fait partie d'une petite association, la Via Natura, c'est dans notre charte de garder de l'esprit camping. Alors moi, j'ai été faire de la randonnée quand j'étais jeune du côté de Mende et du Mont Aigoual, en Lozère. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie un petit peu du décorum aussi. Quand on pense randonnée, évidemment, on se dit il y a l'esprit camping qui va avec, quoi. On voyage léger avec sa tente, et puis on dort juste couvert, parfois même à la belle étoile. Tout à fait. Alors, à la Belle Étoile, ici, on est dans le parc des Cévennes, donc ça va être un peu compliqué. Mais sinon, effectivement, on a énormément de randonneurs parce que, on tombe amoureux du site. Du site, dans les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte. On est vraiment au cœur des randonnées, là.
Bon. Nicolas Daillot, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition, ce camping traditionnel comme ça pour les spécialement randonneurs, trekkers, des gens qui voyagent légers avec leur petite tente qui se déplie en quelques secondes? Non, pas du tout. Au contraire, on est encore à 52% d'emplacements nus, comme on dit, c'est-à-dire destinés à accueillir des tentes, des caravanes, des camping-cars de passage. Même si les hébergements locatifs progressent, ils sont encore minoritaires. Et on a beaucoup de campings d'ailleurs de petite taille. On parle des moins de 60 emplacements, c'est 3000 campings sur les 7800 campings français. Donc vous voyez, on est loin d'être de l'épaisseur du trait. Ah oui. Et d'ailleurs, on a un plan de redynamisation complémentaire de ces établissements qui correspondent, et on l'a vu cette année et l'année dernière avec la renaissance des départements verts. Il y a une partie importante des Français qui ont choisi de visiter la France, qui ont redécouvert le camping à travers ces établissements qui ont un charme fou. Et vous-même alors, Nicolas, puisque vous êtes aussi propriétaire de camping dans le Finistère, d'ailleurs on salue notre ami Olivier Belin du côté de Plomodierne, vous devez être pas très loin. Il est voisin. Voilà, c'est les voisins, on y était avec lui la semaine dernière. Est-ce que vous avez un camping qui s'apparente plutôt à du traditionnel, ou est-ce que vous avez des équipements, on va dire, qui sont plutôt modernes et qui obéissent à la loi plutôt de l'hôtellerie de plein air plutôt que le camping tradi? Mais les deux, en réalité, on est moitié emplacement nu, moitié emplacement équipé, mobil-home en bois pour bien s'intégrer dans le paysage. Et c'est vrai qu'on a des équipements, comme on a beaucoup de familles, à la fois des Allemands et des Français, pour justement satisfaire les enfants et les adolescents, comme beaucoup de campings. On a un espace aquatique, ouvert, extérieur, avec un peu d'animation, mais la clientèle vraiment se distingue entre les Allemands qui ne participent pas aux animations et qui veulent vraiment le bord de plage, la contact direct avec les dunes sauvages. Et puis une autre clientèle qui, elle... Et souvent naturiste. Alors, chez moi, c'est textile, comme on dit. Et puis les familles qui veulent participer aux animations et aux équipements. D'accord. Mais alors, d'ailleurs, on salue tous vos clients qui doivent bien profiter aujourd'hui. Il paraît qu'il fait très très chaud au bout du Finistère. Un temps incroyable aujourd'hui, et même peut-être trop chaud. Mais ça ne va pas durer, je vous rassure. Donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toute une approche, une demande de cette clientèle qui a évolué au point de demander des choses qu'elle vous pousse à construire, à bâtir, à équiper? Tout dépend en réalité la stratégie qu'on adopte. C'est ce qu'expliquait Madame juste avant. C'est-à-dire que tout le monde a raison en réalité, en fonction de ce qu'on veut faire. Si on fait partie d'une chaîne très environnementale comme la Via Natura, qui correspond et qui est formidable pour accueillir des clients qui attendent justement cet écotourisme, d'autres, vous parliez de convivialité, d'autres dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France par exemple, vont préférer acheter leur propre hébergement dans leur camping à Berck. C'est pas de la tente, c'est du mobil-home ou c'est du chalet, mais finalement la convivialité est formidable, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont plaisir à se retrouver chaque année. Et puis à l'inverse, et tout en ayant du passage, les gens peuvent très bien faire de la tente, de la caravane, du camping-car qui marche très fort, comme vous le savez, ou du mobil-home, dans des endroits où ils n'y vont qu'une seule fois. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont habitués, qui reviennent dans le même camping chaque année, mais les études montrent toutes, depuis des années déjà, que la majorité de notre clientèle n'est pas une clientèle d'habitués, mais change de camping chaque année. Des itinérants, en quelque sorte. C'est aussi l'avantage du camping. Qu'est-ce que vous voulez dire, itinérant ou pas? Oui, parce que vous pouvez très bien changer de camping chaque année et y rester pendant une semaine ou 15 jours, surtout pour profiter des équipements du camping et également des sites touristiques à visiter autour. Ou sinon, vous pouvez carrément faire de l'itinérance, ce qui est peut-être le cas dans les Cévennes d'ailleurs. De passer d'un camping à l'autre ou d'un lieu d'hébergement. Oui, d'accord. Vous avez des chiffres là-dessus, justement, qui sont les sédentaires, même s'ils changent de camping chaque année, par rapport aux itinérants, à la clientèle de passage? Les familles sédentaires ou louant une semaine ou 15 jours dans le même établissement et pour y rester sont très largement majoritaires. Et c'est vrai que sur la randonnée d'itinérance pure, on est plutôt sur des couples, qu'ils soient retraités ou qu'ils soient en plein âge, pour faire de la randonnée notamment. C'est pas la même approche des choses, c'est pas le même type de vacances. Vous, Séverine, de votre côté, en Lozère, est-ce que vous sentez qu'il y a est-ce que ce sont des gens de passage qui restent peu de temps, des hébergements courts?
Non. Alors, l'année dernière, ça a été le cas. Je pense que le Covid a rebattu les cartes, comme on dit. Oui, tout à fait. Les gens ne sachant pas leur devenir, ont fait vraiment des séjours très, très courts. Et c'est surtout aussi que ils prenaient ce qui restait en séjour, puisque tout le monde s'est précipité sur ses vacances. Donc, ça a été vraiment des séjours très courts. Alors que cette année, non. Nous, en pleine saison, on a vraiment des séjours entre 5 et 10 jours. Contrairement à l'avant ou l'arrière-saison, où là, oui, on a des randonneurs, donc c'est un petit peu plus itinérance, mais on a un petit peu de tout quand même. Est-ce que votre esprit, à vous, rencontre celui de votre clientèle? Je veux dire par là, est-ce que c'est le propriétaire du camping qui impose une philosophie, un camping un peu vintage, un camping de terrain nu, etc. Ou est-ce que c'est la demande de votre clientèle qui va orienter vos choix? Les deux. Je pense que, comme vous dites, c'est une rencontre. C'est souvent que je demande à mes clients comment vous avez trouvé notre camping. Mais comment vous avez trouvé? On fait tout pour être caché. Voilà, non, c'est pas ça. C'est un peu ça. Je dis comment vous faites. Et ils nous disent on cherche un esprit, quelque chose qui nous corresponde. Et la plupart du temps, ils disent on a trouvé qui nous correspondent. Et c'est vrai qu'il y a une relation qui se crée entre eux et nous. Et on s'est trouvés. Justement, je vais demander à Nicolas Davout s'il y a une bonne entente entre l'hôtellerie de plein air, les campings, et les offices de tourisme, ou est-ce qu'ils orientent en général plutôt vers l'hôtellerie traditionnelle? Alors, ça dépend des régions. En réalité, il n'y a pas d'opposition entre l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air, puisque nous sommes principalement à la campagne, même s'il y a aussi beaucoup d'hôtels dans les espaces littoraux, notamment là où il y a des campings, et le centre-ville où les hôtels y sont surtout. Ce qui fait qu'en fonction de la position géographique, les offices de tourisme avec lesquels on a d'excellentes relations et qui sont un complément indispensable dont on a besoin, nous orientent les clients qui leur demandent des conseils vers les campings, évidemment, ou vers les hôtels, puisque nous sommes les deux grands modes d'hébergement touristique français. Est-ce que tous les nouveaux hébergements, la nouvelle hôtellerie, les insolites, et ça rentrent dans votre fédération? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, je dois dire que pour développer des hébergements insolites, le camping est l'outil idéal. Dans la mesure où les différents types d'hébergements dont je vais vous épargner la définition juridique qu'on peut installer sur les emplacements de camping collent exactement à ce que sont les insolites. Les cabanes dans les arbres, les bulles, les tentes gonflables, etc. etc. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a parfois quelques petites complexités juridiques lorsqu'on veut installer des hébergements dans son jardin. Et dans un camping, il n'y a pas de débat, puisque ce sont des objets qu'on a le droit d'installer par nature sur un emplacement. Qu'on peut déplacer, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ancrés dans le sol, on peut dire, pour faire simple. Et ça va même plus loin que ça, c'est que on a une stratégie avec le gouvernement d'ailleurs pour pouvoir développer encore plus l'insolite, qui était une tendance très forte, comme vous le savez, en France et pas seulement en France. Et les 3000 campings de moins de 60 emplacements que la France possède, et la France est le seul pays d'Europe à avoir autant de campings, comme vous le savez, on a cette chance, eh bien ces 3000 campings de petite taille correspondent exactement à l'esprit que recherchent les gens qui veulent aller en vacances dans un hébergement insolite. Nicolas Davout, on peut quand même se poser la question du prix. Vous êtes largement quand même dans une gamme qui est inférieure à l'hôtellerie traditionnelle, à l'hôtellerie bâtie. Très clairement. Alors, pareil, ça va de quel prix à quel prix, grosso modo, pour les moins chers jusqu'au plus cher? C'est extrêmement varié. Ça dépend beaucoup des périodes aussi, entre l'été et la basse saison. Mais un emplacement de camping, grosso modo, avec pour 2 adultes, vous pouvez trouver ça à 15 €. La nuit, donc c'est quand même un rapport qualité-prix extraordinaire. Quand vous venez avec votre tente, et puis après vous avez des hébergements qui peuvent monter, notamment en insolite, à 100 € la nuit, mais vous avez toute la palette intermédiaire. En réalité, c'est exactement ce que disait Séverine tout à l'heure. Tout dépend ce que le client recherche. Tout existe, il faut juste trouver chaussure à son pied. Chaussure à son pied ou tente à ses jambes. Ou tente à son emplacement. Alors, il faut, Séverine, conclure. Quel est l'avantage pour vous à venir dans un camping comme le vôtre? Quels sont les arguments que vous mettriez en avant? Moi, ce que je mets déjà en avant, c'est les gens qui veulent la tranquillité, la nature, le respect de l'autre, et c'est surtout la convivialité. C'est quelque chose de familial où ce que je dis souvent, j'accueille les gens comme je les accueillerais dans ma maison.
Voilà. Oh, ça c'est un peu une maison d'hôte dans le jardin, quoi. Voilà, tout à fait. Et avec, en plus, la joie, je dirais, l'argument, c'est de rencontrer Séverine et d'entendre parler du camping comme on l'aime, un peu vintage, mais on aime ça, nous, hein. On aime ça, c'est tradit, ça fait rêver, et puis on est proche de la nature. Ouais, Voilà. et puis c'est surtout le fait de voir des gens qui s'échangent leurs adresses alors qu'ils ne se connaissaient pas 3 jours ou 4 jours avant. Et hier, j'ai eu le cas, j'ai des gens qui m'ont dit donnez-moi un petit papier, on veut donner nos adresses à nos voisins. Voilà. Eh ben, vous me donnez l'idée d'une nouvelle question d'été. Nicolas Davout, si vous en êtes d'accord, on vous rappellera pour savoir le camping, site de rencontre. J'ai des choses à vous dire à ce sujet-là. On vous souhaite un bel été en Lozère et dans le Finistère avec vos visiteurs, que ce soit des touristes français ou venus d'ailleurs, on espère un petit peu quand même, et malgré les conditions sanitaires. Allez, dans